De Bissau à Cotonou, l'Afrique de l'Ouest a tremblé ces dernières semaines avec une série de coups d'État militaires. Instabilité en Afrique de l'Ouest, comment mettre fin au cycle infernal. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de Parlons Politique. Nous sommes avec nos chroniqueurs habituels, Auria Sansa, Jean-Richard Nguessan et Idriss Keïta. Merci à vous d'être là encore pour développer ce sujet d'actualité. Merci. Merci à vous. Merci et bonjour. Bonjour, bonsoir. D'accord, très bien. En fonction de l'heure à laquelle nos téléspectateurs nous prennent en marche, alors on entre dans le vif du sujet. Idriss Keïta, c'est par vous que je commence. 26 novembre, à Bissau, il y a eu un coup d'État militaire qui a renversé le régime du président Embalo et qui a mis fin au processus électoral en cours après l'élection présidentielle. Et quelques semaines plus tard, c'était au tour du Bénin de vaciller également dans ce chamboulement-là politico-militaire. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette recrudescence des coups d'État dans notre sous-région, malgré toutes les dispositions prises par la CEDEAO? Bon, selon moi, c'est juste des questions d'inspiration et de tentation. Cette série de coups d'État, comme on a eu à le dire, en tout cas la série actuelle a pris forme depuis 2020. Un 18 août 2020, au niveau du Mali avec le M5 qui a pris les rues. Ensuite, en 2021, un 5 septembre, avec le président Alpha Condé. Non, d'abord le 5, le 25 ou le 23 mai 2021, encore au Mali, bon, avec un second coup d'État d'Assimi Goïta. On prend les mêmes et on recommence. Donc lui, qui a renversé la transition dirigée par Bandao. Oui, mais bon, vu qu'il était encore dans la première partie, c'est encore... Parce que quand le coup... Voilà. Quand le coup d'État a pris forme, c'était les 5 colonels qui ont nommé un président et qui l'ont déposé. Donc, je ne cite pas trop celui-là. C'est plutôt celui du 20 août où ils ont pris les rues. Ça a été dit, le président de la CEDEAO était parti à Bamako pour dire à la population que c'est un président élu. Ils n'ont pas écouté. Il y a eu le coup d'État. Le Mali est où il est aujourd'hui, avec ses aspirations dites souveraines. Ensuite, un 5 septembre 2021, le président Alpha Condé modifie la constitution, 3e mandat. Patatra, il tombe, général Mamadi Doumbia. Précisons que c'est seulement un an après l'élection, après sa réélection, que le coup d'État est survenu. Justement. Et ensuite, en janvier 2022, je n'ai plus trop la date, le Burkina avec Damiba. Tout à fait, non, c'était en janvier 2022. Oui. C'était en janvier 2022. Et en septembre, le 30 septembre 2022, lui aussi est renversé dans son équipe par l'actuel président qui est là, de transition, Ibrahim Traoré. Et ensuite, au Niger, 2023. Le 26 juillet 2023, c'est le Niger. Tchiani, général Abdraman Tchiani. Donc, non seulement ça s'est enchaîné, et ils sont allés jusqu'à se mettre ensemble. L'effet domino. L'effet domino. Et encore même qu'ils ont créé un bloc. Donc, autant de choses qui ne peuvent qu'inspirer d'autres militaires. Alors que les contextes des coups d'État varient d'un secteur à l'autre. Si dans certains secteurs, c'est la population qui a pris les rues, d'autres secteurs, on nous parle de questions sécuritaires et dans d'autres coins, on nous parle de tripatouillage constitutionnel, ces fameuses questions de 3e mandat. Mais tant que ceux-là qui l'ont fait perdurent, défient, développent leur propre ligne, vont dans la logique de la rupture jusqu'à se retirer de la CEDEAO ou de certaines institutions, cela ne peut que motiver d'autres frères d'armes. Surtout qu'il y a des contacts ça et là. Parce qu'après le Bénin, on s'est rendu compte qu'il y a certains pays où les meneurs, ou ceux en tout cas qui faisaient l'apologie du coup d'État, étaient impliqués. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une sous-région très instable, où vraiment il ne suffit que d'un peu pour qu'il y ait l'instabilité. Auria Sansa, quelle est selon vous votre lecture justement de cette récurrence de coups d'État militaires ou de tentatives de coups d'État militaires à laquelle on assiste depuis quelques années dans notre sous-région? C'est vrai qu'il peut y avoir cette envie de pouvoir. C'est vrai qu'il peut avoir le fait que les militaires veulent troquer les tenues militaires pour avoir tous les honneurs présidentiels. Mais derrière ça, il y a aussi, effectivement, comme l'a dit mon frère Idriss, un autre phénomène, le tripatouillage. Des élections mal organisées, des élections qui s'interrompent et quelqu'un vient s'imposer, des candidatures qui sont, n'est-ce pas, plus que jamais empêchées dans plusieurs pays en Afrique, des candidats sérieux qui sont empêchés d'être candidats,
des candidats sérieux, je dirais, qui ont aussi assez Des partisans. des partisans, sympathisants qui sont empêchés de compétir. Écoutez, dans l'armée, il y a tout un agglomérat de personnes. Il y a tout. L'armée, c'est vrai qu'on dit, devait être, n'est-ce pas, républicaine, mais il faut dire que, n'est-ce pas, chacun a son parent là-bas. Une mosaïque culturelle. Idriss le relevait Alors, tout à l'heure, il y a les contextes ne sont pas les mêmes. Les 5 coups d'État que l'on a enregistrés depuis, sinon les 6 coups d'État depuis 2020 dans la sous-région ouest africaine, il y a à peine 2, certainement peut-être la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, qui sont concernés par ce que vous évoquez, je veux dire les modifications des textes de loi. Mais Les oui. autres, ce n'est absolument pas le cas, Non, ni au mais il n'y Bénin a pas que récemment, ça. ni Il dans n'y a le pas que Sahel. ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y a pas encore? que ça. Il n'y a pas que les envies. Il n'y a pas que seulement Le aussi tripatouillage des constitutions. le tripatouillage, mais il y a aussi le mode de gouvernance. Il y a aussi le mode de gouvernance. Dans la plupart des pays africains. Au Burkina Faso, par exemple, qu'est-ce qui justifiait le renversement de Au Burkina, Roch Kaboré, par exemple? Oui, le renversement de Roch Kaboré, ça, effectivement, moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. D'accord. pas à me Et l'expliquer, qu'en est-il du mais- Mali avec le renversement de la transition, non seulement de Ibeka, ensuite de la transition Non, sous pour le Bandao? Mali, les militaires, celui qui est là, le groupe armé, le groupe militaire qui est là. en La ce moment, junte au La pouvoir. junte. Bon, les autorités qui sont là, moi, j'aime pas trop. Mais la junte Les militaire, c'est une junte Les militaire. oui, à Sansa. autorités qui sont là. On dit les actuellement, autorités de la Les choses telles transition. qu'elles sont. Oui, les autorités de la Ce sont transition. les putschistes qui ont pris le pouvoir. Allez-y. Non, les autorités de la transition, je préfère qui sont là, ont bien détaillé, c'est une question de terrorisme. D'accord. Et au Niger, Au Niger, c'est le même schéma. au Niger, ils ont leur Moi, j'aimerais répondre. D'accord. Chacun Vous a allez sa répondre raison. tout à l'heure. Point par Votre point, temps de pays par parole est pays. épuisé, mais Jean-Richard Nguesson, on vous donne la parole tout de suite. Enfin, c'est à vous la parole d'ailleurs. Mais tout à l'heure, Oya Sensé évoquait 2 raisons fondamentales. D'abord, sinon Il y en a 3. plusieurs même. On en a parlé d'abord du tripatouillage des constitutions de nos différents pays qui seraient à l'origine des coups d'État. On en a vu à peine que 2. Donc le premier en Guinée-Conakry, 1 an après l'élection, la réélection d'Alpha Condé, et le second récemment en Guinée-Bissau. Ensuite, il a parlé du terrorisme, on constate que dans tous les 3 pays où ce prétexte a été invoqué, la situation s'est largement aggravée. Chiffres à l'appui. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, qui étaient supposés être des acteurs de terrain, donc ils savaient mieux ce qu'il fallait faire par rapport aux politiques, mais qui ont véritablement déçu dans leur bilan. On peut donner les chiffres tout à l'heure pour vous appuyer. Et dans le même temps, il a également parlé du mode de gouvernance. Est-ce que, parce qu'on estime que le pays est mal gouverné, il faut systématiquement avoir recours aux armes? Non, moi je pense que c'est cela qui fragilise depuis la période post-indépendance la démocratie en Afrique. Vous savez, selon une étude qui a été menée il y a de cela quelques mois par des chercheurs américains, l'Afrique, c'est pratiquement plus de 216 tentatives de coup d'État réussies ou manquées. C'est énorme pour nos nations qui aspirent à une certaine démocratie. C'est vrai que les raisons évoquées par les militaires à leur arrivée au pouvoir sont multiples. Je me rappelle qu'au Burkina, on a parlé d'insécurité, de l'incapacité du pouvoir de Roch Kaboré à juguler la crise hors des frontières les burkinabé, terroristes, les terroristes. Plusieurs raisons sont évoquées. On parle de corruption, on parle par moment de cette question d'élection contestée, de dérive constitutionnelle, comme on l'a vu en Guinée avec le président Conté. Mais à côté de cela, est-ce que les raisons évoquées sont des raisons tangibles? Moi, je pense Il faut que non. noter, justement, pour mettre de l'eau à votre moulin, qu'au Burkina Faso, entre 2015, première attaque terroriste, donc en août 2015 au Burkina Faso, jusqu'à janvier 2023, donc quelques mois après la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré par la force, de janvier 2023, il y a eu 6 000 morts au Burkina Faso de terrorisme, mais de janvier 2023 à septembre 2024, chiffre sourcé ACLED, il y a eu plus de 11 000 morts. C'est en cela Donc plus qu'on du se- double en moins de 2 ans de pouvoir par rapport aux 7 années précédentes exercées par ses prédécesseurs. Incroyable, non, pour un militaire qui vient Ah du oui, front. c'est en cela qu'on se pose la question sur la pertinence de ces renversements de pouvoir démocratiquement installés. Parce qu'on a critiqué l'incapacité des pouvoirs
Quand on prend le cas du Burkina que vous évoquez à l'instant, de juguler les terroristes, mais qu'est-ce qu'on observe avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré? C'est que les raisons évoquées, il n'a pas eu la capacité de faire mieux que le pouvoir précédent. C'est en cela qu'on se pose des questions. Il est en perte de vitesse d'ailleurs. Quand on prend l'exemple du Niger, on a un président qui était là, tout semblait aller pour le mieux, le président Bazoum. Et un beau matin, un militaire se lève, le général Tchani, et c'est un renversement du pouvoir. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, le président Bazoum est encore en prison. Et les chiffres du terrorisme ont doublé au Niger. Au Niger. Donc après, on se pose la question. Et on triplé également au Mali. On se pose des questions sur la pertinence. C'est vrai que le Koforia a évoqué le trépatouillage des constitutions, les élections par moments contestées. Mais est-ce que cela doit nous emmener à des coups d'État? Moi, je pense que non. Idriss Keïta, vous souhaitez réagir, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un effet de mode. Oui. C'est-à-dire qu'on se fait une tontine de coups d'État militaire. Au Bénin, par exemple, on se demande jusqu'à présent, mais qu'est-ce qui pourrait bien motiver cette tentative de coup d'État militaire, alors qu'il y a d'autres voies du règlement des querelles politiques internes au Bénin. On a voulu faire un coup d'État à un président et on le justifie par la lutte contre l'impérialisme. Moi, de toutes les manières... Non, mais justement, je voudrais que vous rebondissiez un peu là-dessus. Cette tendance-là, par exemple, au Bénin, de mettre cela sur la lutte contre l'impérialisme. Bon, personnellement, où se trouve l'impérialisme? Pour moi, comme tout le monde, je me suis réveillé en voyant qu'il y a un coup d'État, des militaires sont à l'écran, sans qu'il y ait de réelles tensions. L'essentiel des coups d'État, moi, je peux les comprendre à travers des tensions qui finissent par des divergences, qui aboutissent à des conflits d'intérêts et qui motivent à le faire. Sinon, le Bénin, moi, je sais que l'élection, on a longtemps soupçonné Talon qui voulait faire un 3e mandat, mais finalement, il a zappé ça, il a un dauphin qui est là, l'élection est en train de courir. Néanmoins, pendant sa gestion, c'est plutôt politiquement. Il a beaucoup donné du fil à retordre à ses adversaires. Mise à l'écart d'opposition. Mise à l'écart. Voilà. Ah. Et c'est dans cette dynamique-là, je vais bondir sur la Guinée, où Alpha Condé aussi, au moment où intervenait le coup d'État, il avait vraiment verrouillé l'opposition. L'essentiel des figures de l'opposition étaient d'ailleurs en prison. Et il y avait même dans la rue le fameux FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, qui vraiment, ça allait dans tous les sens, il y avait des arrestations. Et comme aussi il y avait des divergences entre lui et certains militaires gradés, c'est ainsi que le colonel à l'époque, Mamadi Doumbia, a eu raison de lui. Ça, c'est ce contexte-là, cette question du 3e mandat. Maintenant, rapidement, il faut savoir que le Mali, par exemple, la crise sécuritaire avait poussé les populations à sortir, mais au-delà de la crise sécuritaire, il y a eu une trahison politique. Certains leaders qui étaient de la majorité, mais qui n'étaient plus reconduits ou qui étaient frustrés, n'ont pas hésité à prendre les rues contre Ibeka. Et aussi, il y avait des législatives au sein desquelles l'honorable Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, a été aussi enlevé. Alors que les avertissements avaient été faits à l'administration d'Ibeka pour temporiser, voire décaler les élections législatives, ce qu'il ne voulait pas. Donc, il y a eu tout ça. Et finalement, quand l'imam Diko, à l'origine, voulait juste faire une manifestation pacifique pour dire qu'il faudrait que le président revoie sa copie. Malheureusement, il a été rejoint par ces éléments-là qui ont fait que c'est devenu ce que nous savons. Au niveau du Burkina, moi je me souviens que Roch Marc était sous pression. À l'époque où il tombait, il avait d'abord changé le chef d'état-major et après il avait eu à changer le ministre de la Défense. Il essayait vraiment de reconstruire le commandement militaire. Mais au bout du compte, des soldats ont dit qu'ils ont été abandonnés. Ils n'avaient pas les armes. Sur le front, ça n'allait pas. Il y a eu le coup d'État contre lui. Bon, au Niger, par contre, le président Mohamed Bazoum, quand bien même qu'il a été surpris dans son sommeil, moi je sais que dans ce contexte-là, il y avait le problème du G5 Sahel où le Mali avait claqué la porte. Il s'avérait que lui et le Tchad étaient de connivence par rapport au retrait. Il y avait ces bruits-là. Mais aussi, il faisait beaucoup de sorties sur la gestion sécuritaire du Burkina qui provoquait des tensions, sur la gestion sécuritaire du Mali jusqu'à Snobé par rapport à la fameuse région de Ménaka où les mouvements terroristes Al-Qaïda et JNIM se rencontrent permanemment pour... Enfin, le JNIM qui est la faction régionale de Al-Qaïda. Al-Qaïda. Il faisait des guerres territoriales dans cette zone à la frontière du Niger, la zone des 3 frontières, le Liptako. Donc, et le Niger aussi... donc,
Et puis, il avait aussi dit une phrase. Il a dit que, à ses yeux, les terroristes sont plus armés, ont plus de logistique que nous, nos armées nationales. Donc, ce sont quand même des sorties qui ont fait le buzz, qui ont joué contre lui. Mais est-ce à jouer contre lui pour un coup d'État? Nul ne le sait. Mais quand même, ces tombeurs ont eu à utiliser ça. Donc, ça et là, voilà un peu. Maintenant... assez rapidement, oui. vous avez égrené votre... En fait, je voulais ajouter quand même une nouvelle information. C'est que, on parle du Bénin. On a vu Kémy Séba qui a fait l'apologie. Il s'avère que... 10 secondes, Idriss. Il s'avère que Mme Pulchérik Balé, qui est actuellement en fuite pour certaines prises de position par rapport à la présidentielle ivoirienne, vient de faire une sortie publique où elle soutient officiellement le frère, d'après elle-même, Kémy Séba, et elle prend fait et cause pour lui, et elle soutient ouvertement et publiquement désormais la lutte et le combat de l'AES. Donc désormais, elle prendra posture contre tout ce que l'AES aura à combattre. Très bien. Alors, est-ce à dire qu'il y a un mélange justement d'intérêts entre l'AES et Kémy Séba par rapport à la situation au Bénin? Grosse interrogation. Toujours est-il que, Oria Sansa, il y a une question quand même qui est récurrente. Excusez-moi. On parlait tout à l'heure d'une multitude de causes, bon, qui ne sont pas forcément justifiées, mais tous ces putschistes ont un même élément de langage dont ils se servent. Une fois aux affaires, ils parlent tout de suite de lutte contre l'impérialisme. La question, c'est de savoir, mais en quoi est-ce que on a à lutter contre l'impérialisme ici et qui justifierait un coup d'État? Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin, plus récemment, le Bénin est une économie qui est sur une très bonne voie, hein, d'après ce que l'on observe, tant en termes de modernisation qu'en termes de croissance, de performance économique. On regarde les pays de l'AES plus de 4 ans après leur fameux coup d'État. Bon, on ne les envie pas du tout. Mais de quel impérialisme part-on pour justifier des coups d'État? Ah ouais, d'accord. Donc, bien avant, je vais rappeler un fait. Hier, au cours de l'émission d'hier, on parlait de la présence, du nombre de la présence française en Côte d'Ivoire. J'ai eu quelques chiffres. La présence militaire française en Côte d'Ivoire. Oui, la force militaire française en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2004, c'est environ 4600 soldats français qui étaient en Côte d'Ivoire. On pourra peut-être en parler prochainement. Non, ce dont on parlait, non. C'est important de recadrer parce que vous disiez que il y a environ 5000 hommes, alors qu'on vous a dit non, il n'y en a plus. Et que depuis la révision de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, avec l'instauration des FFCI en 2012-2013, les chiffres, les effectifs ont été réduits à entre 900 et 1000. Aujourd'hui, avec l'évacuation du 43e BIMA, on est passé à moins de 100 éléments. Non, c'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'on les conduise, nos téléspectateurs. De 2002 à 2004, c'est environ... Non, mais il faudrait juste dire ce que vous avez dit, parce que ce n'est pas ce que vous avez dit à l'émission précédente. C'est important. En cette période-là, c'était un pic par rapport à la crise en Côte d'Ivoire. Donc c'est important de recadrer les choses. Allez-y. Dans tous les cas... De quel impérialisme est-ce qu'on parle pour justifier nos coups d'État dans tous les cas, nous sommes entrés dans un monde, aujourd'hui en Afrique, qui se veut panafricaniste. En Afrique, tout le monde aujourd'hui parle de liberté, d'autonomie. Quelle liberté? Sur tous les plans. Non, nous sommes encore quelque part sous la... Il y a des choses qu'il ne faut pas occulter. Nous sommes toujours encore sous la domination de qui? Des puissances coloniales. Quand un chef d'État dit, avant de s'adresser à sa population, fait un tour en Europe, croise un président, le président français, avant de venir donner une position. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que... comment vous voulez que sa population prenne ça? Mais c'est ça. Mais c'est cette autonomie-là. C'est ça qu'on ne voit pas véritablement. Avant de vous répondre, on parle spécifiquement des pays où il y a des tentatives de coup d'État. On reviendra sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est que c'est de la Côte d'Ivoire que vous parlez un instant, parce que là, il est loisible au président Ouattara d'aller consulter qui il veut pour ses prises de décision. Mais rien n'était dit qu'il n'y a pas eu des intentions de coup d'État. Bon, parlons. Que le président a pu déjouer. Pour l'heure, au Bénin, au Burkina, au Mali, au Niger, où est la lutte contre l'impérialisme qui justifie des coups d'État? Bon, moi je ne vis pas dans ces pays. Je ne sais pas réellement ce qui se passe. Mais votre commentaire, justement, sur ce prétexte que tous tendent à soulever abusivement. Les coups d'État
sont, n'est-ce pas, à l'origine des mauvaises gestions, des tripatouillages des constitutions et de la séquestration des opposants de premier rang. Moi, je dis ça concourt à ces coups d'État. Maintenant, donc dès lors qu'il y a un pays qui est mal géré, le recours aux armes. Écoutez, si chez toi à la maison, tes enfants constatent une mauvaise gestion de la famille, il y a certains qui vont se réveiller. Alors mon fils me dit, papa, écoute, tu dégages, je rentre dans la chambre principale, tu sors là, c'est moi qui prends la place de chef de famille. Attention, regardons un peu les faits divers. Hein. Mais est-ce que vous pensez que justement, comme cela, à cette allure, dans tous les pays du monde, je pense aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui empêche, n'est-ce pas, nos dirigeants africains de se conformer aux tests? La question, c'est plutôt de savoir, parce que cela n'est pas du tout le cas au Bénin, par exemple, ce n'est pas vrai, ni au Niger, où Tchani a justifié son coup d'État par une prétendue lutte contre un impérialisme hypothétique et illusoire, dont lui seul, que lui seul voit. Mais je veux dire que, est-ce que parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, certains opposants, les démocrates, estiment que Trump ne conduit pas le pays comme il faut prendre les armes? Est-ce que parce qu'en France aujourd'hui, une partie des opposants estiment que Emmanuel Macron est à la dérive, il faut qu'il ait recours aux armes? Est-ce que dans tous les pays où on n'est pas d'accord avec la gestion du président, il faut que systématiquement on ait recours aux armes? Idriss Keïta, c'est un problème, non? Je sens que vous avez envie de réagir. Sauf que ces pays dont tu parles, la France, quand tu parles de la France, des États-Unis, mais c'est des pays développés. On a vu ici sous nos yeux qu'en France, l'hémicycle a empêché, n'est-ce pas, le président français à agir en fonction de ses propres. Ça peut pas se passer du tout en Côte d'Ivoire. Très bien. Idriss Keïta. Justement. Ça passe ici. Finalement, les militaires prennent la place. On va écouter Idriss. Moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre le développement aussi du frère Ouria, qui pense qu'il y a un véritable défi institutionnel dans nos États aussi. Parce que par moment, il a parlé de tripatouillage, il a parlé d'élections controversées. Et je prends le cas du Gabon, on a vu... bon, là, vous sortez de la sous-région. Oui, mais on parle de ça. Où une seule famille a caporalisé le pouvoir pendant plusieurs décennies. Après, ça pose des questions de gouvernance. Après, on peut comprendre, plusieurs Gabonais ont parlé de coups de délivrance, ils ne parlaient pas plus de coups d'État. Donc après, ça peut s'expliquer. Mais il ne faut, je pense, pas saluer des coups d'État. Revenez sur le Gabon, visiblement, le putschiste qui est devenu entre-temps président élu, semble abonder dans le même sens, dans la même ligne directrice que son prédécesseur. Parce que lui aussi, il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. Finalement, il a changé d'avis comme tous ses autres homologues putschistes. Et aujourd'hui, il est président élu avec une illisibilité de son avenir politique. On se dit même qu'il pourrait remplir pour un nombre de mandats indéfinis. Se tuera certainement. Mais ce qui est dommage et ce qu'il faut regarder de très près, c'est cette volonté-là de combattre, comme vous l'avez dit, l'impérialisme qu'on ne voit vraiment pas. Mais de quel impérialisme? Justement, je vous permets de rebondir sur le sujet. Aujourd'hui, on nous sert de la souveraineté. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une expression qui de plus en plus est galvaudée. Quand on est incapable de protéger son peuple, quand on a des défis économiques, quand les jeunes souffrent, quand on parle des questions d'emploi, aujourd'hui, c'est les défis qui se présentent à la plupart des populations africaines. Au lieu de relever ces différents défis, ce que nous servent certains putschistes, c'est cette question de souveraineté et d'impérialisme. Moi, je pense que c'est pour se dédouaner. En tout cas, tous les putschistes du Sahel. Non seulement se dédouaner et puis essayer d'attirer l'attention des populations, essayer de monter en sympathie vis-à-vis de la population. Parce que de plus en plus en Afrique... Une manipulation grossière de l'opinion. Parce que de plus en plus en Afrique, nos jeux parlent de panafricanisme, parlent de souveraineté. C'est une expression galvaudée. Et je pense que ces différents chefs d'État-là utilisent à foison cette expression-là pour se positionner de façon durable au pouvoir. C'est vrai que le temps joue vraiment contre nous, mais Idriss, on parle de panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme dont on parle finalement? C'est quoi le panafricanisme? Bon, le panafricanisme actuel... On peut en faire une démonstration, mais d'abord, je vous laisse répondre. Bon, le panafricanisme actuel que moi j'appelle panafricanisme 2.0, c'est juste la suite logique de ce qui en son temps
non, la suite logique du combat contre ce qui, en son temps, s'appelait le sentiment anti-français. Avant les années 2020, où vraiment cette spirale a pris forme, provoquant le contexte sécuritaire et tout, et les empoignades politiques que nous savons, il y avait quand même un désaveu de l'opinion française. Il avait même pris forme depuis très longtemps. Hein. De la politique française en Afrique. De la politique française, excusez-moi de la terminologie. J'en ai même pour exemple, si vous voulez simplement... Oui, la Côte d'Ivoire, en 2002, avec la crise armée. Oui, et même quand les jeunes patriotes aussi prenaient la rue. Donc, vous voyez, non? Il y avait ça. Même avant la Côte d'Ivoire, il y a eu l'antécédent au Rwanda. Au Rwanda. La participation, enfin, la prise de participation controversée de l'opération turquoise en son temps. Voilà. François Mitterrand. Donc, vous voyez, ce sont ces choses-là que lorsqu'on va dire les militaires qui ont eu à faire les renversements, c'est l'argumentaire qu'ils ont dit. Nous sommes là pour raisons sécuritaires, mais sachez que les problèmes que nous avons, c'est à cause de la France, de la CEDEAO et des leaders politiques. Tous ceux-là sont out. La CEDEAO n'est plus. L'armée française ou la France, par ses représentations médiatiques, diplomatiques et autres, ont été dégagées. Et désormais, la classe politique, dissolution totale partout. 5 ans après, 4 ans après, on voit les gestions. L'histoire jugera, ils répondront devant l'histoire. Moi, je pense que ce contexte quand même vraiment imposé à la CEDEAO de se retrouver. C'est vrai que ceux-là d'où c'est parti se sont retirés. La vie doit continuer sans eux. Et à l'époque, quand la CEDEAO vivait cette situation, se sont retirés sans l'assentiment des peuples qu'ils dirigent. Sans l'assentiment, parce qu'il y a eu aucun référendum. Je lui donne un peu raison. Il n'y a aucun référendum de façon unilatérale. Je lui donne un ils ont peu pris raison. des décisions de façon illégale et légitime. Parce que dans ces pays-là, ce sont des putschistes. Dans ces pays-là, moi je dirais autorité de la transition. Mais je lui donne raison sur ce point. Moi je lui donne raison sur ce point quand même, sur une seule chose. C'est que dans ces opinions-là, nous avons les soutiens des transitions, mais nous avons aussi ceux-là qui sont opposés, mais qui s'expriment peu. Et ceux-là, parfois, certains le disent qu'ils n'ont pas été consultés. Quand ces pays-là se sont retirés, et de la CEDEAO, et de la CPI, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une opinion qui le dit, mais ne parle pas régulièrement dans les médias. Donc moi, je pense que la CEDEAO devait se retrouver. Et puis aussi le contexte. Quand il y avait ces coups d'État, les présidents qui étaient là à l'époque ne sont pas ceux de maintenant. Ceux d'alors, je peux citer par exemple le président Bissau, Embalo. Lui est par exemple le président du Togo. C'était des soutiens fervents des gens de l'AES. Mais désormais, le président de l'AES, comment dirais-je, Embalo n'est plus là. Bon, c'est la même chose pratiquement. Embalo, c'est récemment. Hein, non, mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'à l'époque, quand il y avait des sommets même de la CEDEAO est partie en rang divisé. Mais désormais, l'AES n'est plus là. La vie continue à 12. Très bien. Donc, ces présidents aussi qui sont là ont fait le mea culpa, ont reconnu qu'au-delà même de la question de l'AES, il faudrait réformer. Donc, ils sont dans une dynamique. Maintenant, mon dernier point, je tenais à saluer la CEDEAO sur une chose. Dans les recommandations et conclusions, ils ont évoqué le cas de la Gambie. Quand bien même que le président Yahya Jammeh soit en Guinée équatoriale, il a eu à faire des vocaux dernièrement qui tendaient à déstabiliser la situation. Et la CEDEAO a eu à faire une mise en garde et à lui dire de se plier au protocole de son statut d'exilé en Guinée équatoriale au risque d'avoir des conséquences. Donc la CEDEAO est désormais prête à être regardante sur l'évolution de son contexte sécuritaire. Merci Driss Keita. Jean-Richard Nguessan, le temps presse, donc on va aller un peu plus vite. Quel rôle justement peut jouer la CEDEAO dans la limitation, sinon dans l'arrêt de ce cycle de coups d'État auquel on assiste, même si Auriat Sansa n'aime pas que j'emploie le terme putschiste, mais ce sont des putschistes, ils fomentent des coups d'État, ils les perpètrent, donc ce sont des putschistes. Mais comment les arrêter? Comment y mettre fin pour qu'enfin l'expression ou le pouvoir politique s'exerce dans des conditions démocratiques? La CEDEAO devrait, pour ma part, travailler à l'instauration de la démocratie dans nos États, accompagner surtout l'instauration démocratique dans nos États et regarder de très près les différents processus au niveau des élections dans nos États. Parce que très souvent, les élections sont
décrié, par bon nombre le processus est très souvent décrié. Donc à ce niveau-là, la CEDEAO devait regarder de plus près. Et puis à côté de cela, je pense que la CEDEAO devait être plus ferme au niveau des coups d'État. Moi, j'ai apprécié l'action de la CEDEAO au Bénin, où on a vu une CEDEAO qui s'est levée, mais malheureusement, on a senti une CEDEAO qui en voulait au niveau du Niger, mais qui après a tâtonné. On n'a pas... A dû reculer. A dû reculer, on n'a pas vu de la visibilité ou encore de visibilité dans ces différentes actions. Et quand c'est comme ça, les populations sont à même de se poser des questions sur la force réelle de cette CEDEAO. Et la CEDEAO devait aussi se permettre de condamner le coup d'État constitutionnel. Parce que très souvent dans nos États, on assiste à des tripatouillages des constitutions. Et la CEDEAO reste silencieuse. Et à ce niveau-là, les populations par moment en veulent à cette CEDEAO-là qui se présente par moment comme un club d'amis président. Un syndicat de chefs d'État, comme on le dit. Installé confortablement et on a tendance à saluer les actions de l'autre, à venir même accompagner lorsqu'il y a une investiture. Et à ce niveau-là, la CEDEAO devait essayer de revoir son fonctionnement. Absolument. Allez-y, ouais, c'est ça. Et c'est ça, moi je dis, il n'y a pas à aller faire des historiques, à n'en plus finir, aller chercher, n'est-ce pas, susciter des tempêtes dans un verre d'eau. Non, la CEDEAO a juste, n'a même pas d'effort à fournir, comme le dit. Il faut faire respecter les textes. La CEDEAO, c'est quand même... Mais qu'est-ce qu'il en est quand on assiste à des coups d'État comme dans les cas du Burkina Faso, du Niger, du Mali et du Bénin? Ici, il ne s'agit aucunement de tripatouillage de textes. Ce sont des coups d'État qui sont justifiés par des soi-disant luttes contre un impérialisme hypothétique. Qu'est-ce que la CEDEAO fait à ce niveau? Le tripatouillage des textes font partie des éléments. Sinon, ce n'est pas l'élément clé. Il y a plusieurs facteurs. Tout à l'heure... Mais dans ce cas d'espèce, justement, des coups d'État qui sont perpétrés sans justification apparente, qu'est-ce que la CEDEAO fait? On peut généraliser les cas. La CEDEAO peut, comme les Occidentaux le font, et peut effectivement mettre un terme à ces différents coups d'État. Comment? Non, mais justement en faisant respecter ses propres textes. En ne se comportant et lorsque les textes sont respectés et que malgré tout... Non, mais si la CEDEAO... Moi, je me souviens des souvenirs qu'une année, il y a eu un coup d'État qui a eu presque réussi au Mali, mais qui a été réglé aussi rapidement par la CEDEAO quand notre président venait à peine d'être élu et venait à peine de prendre les rênes de la CEDEAO au Mali. Avec Amadou Aya Sanogo. Voilà, justement. Alors donc, moi si la CEDEAO est ferme sur tous il a les gouverné, sujets, hein, je précise, je rappelle qu'il a eu à gouverner. Sur tous les sujets. Seulement 40 jours. Si tous les sujets. Il a quand même gouverné. Sur tous les sujets. Mais parce qu'il était discipliné, contrairement à un moment donné, on se rend compte que pour certains présidents, la CEDEAO est encore plus virulent et que pour d'autres présidents, bon, paf, il n'y a rien, on a double coup d'État et puis... Mais bon, là, dans le cas d'espèce, je reviens pour dire qu'il y a un problème dans votre raisonnement parce que dans le cas d'espèce, je répète, vous dites qu'il faut que la CEDEAO se donne les moyens, le cadre juridique pour faire respecter ces textes. Ok. Mais lorsque dans des cas comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, je vous donne des éléments factuels là sans ça. Non, c'est plutôt... j'ai l'impression que vous entrez, que vous êtes négationniste. On vous parle de situation, je reviens pour dire qu'au Burkina Faso, on n'était pas dans ce schéma que Roch a été enlevé du pouvoir. Au Mali, ce n'était pas du tout la même situation. Au Niger, ce n'était pas le cas. Au Bénin, aucunement le président Talon n'a enfreint au respect de la Constitution. Tout à l'heure, dans le développement de Idriss, il parlait justement de Talon d'avoir écarté un adversaire sérieux. La Constitution ici n'a pas été violée, mais on répète pour dire, pour dire, dans le cas où un putschiste prend sur lui ce que les putschistes béninois ont sorti comme argumentaire, c'est de lutter contre l'impérialisme. Le coup d'État en Côte d'Ivoire, vous savez, nous tous on sait, c'est qui a provoqué le coup d'État
en Côte d'Ivoire. En 99. Rappelez-le aux téléspectateurs. En 99, Oui, donnez votre version de l'histoire Non. parce que nous avons Non, tous suivi ce qui s'est Non, passé. je ne parle pas de 99, je parle du coup Mais le coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est en récent. 99. Lequel? Il y a eu quand Lequel? même un coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo en 2002 ici. Ok. Ah, coup d'État manqué. Ah oui, mais qui s'est mué en rébellion. Bien Mais sûr. c'est Alors, qui a important de empêché- rappeler parce Ouais, qui que a vous empêché- êtes... Mais justement, ce coup d'État manqué qui s'est mué en rébellion. Mais ceux qui ont fait ce coup d'État ont eu seule explication à la bouche. Priver le président Alassane Ouattara d'être candidat. Et c'est pour ça, les vidéos... Mais c'était ont illégal, foisonné. ça a été condamné. Voilà. C'est de ça qu'on parle, justement. Mais si la CEDEAO arrive à régler cette mauvaise manière de gestion du pouvoir par, n'est-ce pas, une seule partie de la population, moi je pense que ça va même pas donner l'envie parce que les militaires sauront que la population... Souvent, les militaires s'appuient sur le mécontentement de la population pour agir. Très bien. Moi, je voulais... Très bien. Oui, vous allez réagir, mais puisqu'on est presque au thème de notre émission, il y a vraiment un élément sur lequel je voudrais qu'on conclue, justement, c'est le recours à la force. Tout à l'heure, on en parlait, la CEDEAO qui doit se donner les moyens donc d'agir et de réagir face aux différents coups d'État militaires. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui au niveau de la sous-région? Sinon, est-ce que la CEDEAO a les moyens de s'imposer militairement et comment? Sur quelles armées? D'abord, il faut savoir que la CEDEAO n'a pas d'armée. Vous avez 2 minutes, Idriss Keïta. La CEDEAO n'a pas d'armée. Va-t-elle créer une armée? Il faudrait que les pays acceptent de donner une part de leur souveraineté pour que cela se fasse. Deuxième chose, la CEDEAO a beaucoup priorisé dans ses recommandations, du point 43 au point 53, la diplomatie. D'une part, la CEDEAO s'en remet à l'Union africaine pour qu'on puisse trouver une solution aux crises sécuritaires dans la zone de l'AES notamment. Aussi, la CEDEAO insiste à ce que les pays de l'AES, quand bien même qu'ils aient pris une rupture et diplomatique et politique, continuent d'être membres non régionaux de la Banque d'investissement et de développement, la BIDC. Et aussi, la CEDEAO entend, à travers la commission, que désormais le Sénégal va prendre la présidence, que la commission et tous les membres collaborent et aussi autorisent à ce que tous les fonctionnaires issus de la zone AES continuent d'exercer au sein des instances de la CEDEAO. Donc c'est pour vous dire que la diplomatie sera le cheval de bataille de la CEDEAO pour pouvoir aplanir ces situations. Et même la CEDEAO a décidé d'envoyer des délégations au niveau de la Guinée-Bissau parce qu'elle dit qu'elle n'est pas d'accord sur la transition d'1 an. Et la CEDEAO aussi s'est félicitée de la Guinée-Conakry qui vient de finir son référendum, qui se prépare à faire son élection présidentielle pour afin rencontrer les autorités pour suivre le processus et en même temps voir de près les éventuelles tensions qu'il y aura. Sauf que le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, vous avez puisé votre il n'y a temps pas de parole. longtemps, il vient d'avoir un courrier où dans 6 mois, son parti serait dissous. Merci. Est-ce que la CEDEAO va trancher sur ça? La question reste posée. Mais en tout cas, la CEDEAO, comme on le dit, a vraiment touché tous les points et prône la diplomatie. Très bien, pour répondre à votre question, je dirais que la CEDEAO doit peut-être continuer de surfer sur cette vague qu'elle avait lancée au début des années 90 avec la création de l'ECOMOG. C'est vrai que c'est une force qui a été décriée par moments dans ses différentes actions, mais n'empêche qu'on se rappelle de son action en 98 et en 97, notamment en Sierra Leone et au Libéria. Et en Gambie, pour restaurer, je me rappelle, avec cette action. En Gambie en 2017. Voilà, pour restaurer la démocratie en Gambie à travers ces différentes actions. Et cette force-là était dirigée par le Nigeria. Moi, je pense qu'il faut repenser En Gambie, c'était plutôt le Sénégal. Voilà, il faut repenser véritablement le fonctionnement de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut mettre sur pied une force qui va instaurer par moment la démocratie et éloigner ces militaires-là qui aspirent à des coups d'État? Je répète, je rappelle rapidement, Idriss Keïta, que l'initiative est de rester au sein de la BIDC.
des 3 pays de l'AES ne vient pas de la CEDEAO, elle vient des pays de l'AES. Oui, ils ont fait une demande qui a été validée. Voilà. Non, parce que c'est le dernier mot revenait à la CEDEAO. Non, attendez. À la demande, c'est écrit à la demande des pays de l'AES. C'est une validation. C'est sur cette validation, c'est après la validation que la CEDEAO s'est exprimée pour dire qu'elle accepte qu'il soit membre de la BIDC. Que l'initiative ne vient pas de la CEDEAO, mais plutôt des pays de l'AES. Non, la validation de l'initiative. Voilà. C'est de cela que je parle. De rester de la BIDC. Merci beaucoup. Auria Sansa, votre chronique. Enfin. Pourquoi pas? Oui. L'origine des crises à répétition dans la sous-région. Ouais. Alors, je dirais simplement, arrêtons de faire semblant. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Allez-y, développez. Il y a assez d'hypocrisie. Les crises à répétition en Afrique de l'Ouest ne tombent pas du ciel. Elles ne sont ni une malédiction, ni une fatalité historique. Elles sont plutôt le résultat de choix politiques ratés, assumés pendant trop longtemps et aujourd'hui payés au prix fort. À chaque coup d'État, le même scénario se répète. Indignation officielle, communiqué ferme, sanctions collectives. Mais personne n'ose poser la vraie question. Celle de savoir pourquoi les peuples applaudissent parfois ceux qui renversent les pouvoirs. Parce que la réponse dérange, parce que trop souvent, les régimes civils ont trahi leurs promesses. Des élections sans confiance, nous l'avons dit. Des constitutions tripatouillées, nous l'avons dit. Des dirigeants obsédés par leur suivi politique. Et ça, c'est important. Pendant que les populations s'enfoncent dans la pauvreté et l'insécurité. Voilà la vérité. Les putsch ne créent pas le chaos. Ils exploitent un chaos déjà existant. On parle trop de légalité constitutionnelle, mais on oublie la légalité sociale. C'est la légalité sociale qui garantit la sécurité, la dignité et l'avenir des citoyens. Soyons clairs, quand un État ne protège plus, quand il ne nourrit plus, quand il n'écoute plus, quand il perd son autorité morale, et quand cette autorité s'effondre, d'autres la prennent par la force s'il le faut. Très bien. Les organisations régionales ne sont pas innocentes non plus. La CEDEAO, autrefois respectée, est aujourd'hui perçue comme sélective, rigide et déconnectée. Trop rapide à sanctionner, trop lente à prévenir. Trop silencieuse face aux dérives des pouvoirs civils, trop bruyante une fois les militaires installés. Et puis, il y a cette vérité que personne n'aime entendre. C'est de l'Afrique de l'Ouest qui ne souffre pas seulement d'un déficit de démocratie, mais aussi et surtout d'un déficit de courage politique. Le courage de réformer, de redistribuer, de rendre compte, de gouverner par le peuple et non pour les clans. Merci beaucoup, Auria Sansa. C'était un pamphlet contre la CEDEAO. Oui, moi, c'était pas un cadeau. Mais merci beaucoup. Mais je pense que là-dedans, dans ce que vous avez eu à dire, hein, dans ce que vous avez... Non, j'en viens dans ce que vous... Mais malheureusement, on me signale que nous avons très peu de temps. Nous sommes vraiment taclés par le temps. Ils ne veulent pas rendre compte. On demande ici en Côte d'Ivoire à la CEI le budget qu'on t'a donné pour faire les recensements et autres, qui n'a pas été fait. L'argent la mise à jour du fichier électoral. L'argent a été utilisé, la révision électorale n'a pas été faite. Tu dois rendre compte à la population. Très bien, ça c'est un autre débat, malheureusement. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir une autre fois. Merci Auria Sansa. Merci Idriss Keita, merci également Jean-Richard Nguessan. C'était tout pour ce numéro de Parlons Politique sur Eburnia TV. On se dit au revoir et on se retrouve bientôt.